Alors, du coup, moi je vais vous parler d'un aspect un petit peu plus euh, sur deux plans, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en lien la recherche et la clinique. Et du coup, j'ai intitulé mon exposé Dyslexie et parcours de vie. Alors, entre connaissance, reconnaissance et méconnaissance. Alors, pourquoi avoir choisi ces trois termes ? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on commence à avoir des connaissances qui sont stabilisées sur la dyslexie, notamment sur la dyslexie chez l'adulte, parce que c'est quand même un domaine peut-être plus récent pour la recherche. On a aussi une forme de reconnaissance. Vous voyez, il y a l'organisation de cette journée, il y a le MOOC, il y a tout un tas de dispositifs qui sont en place dans la société. Mais je dirais méconnaissance parce qu'on a encore vraiment à travailler pour comprendre les besoins, les demandes et ce qui se passe chez les dyslexiques qui sont adultes. Alors, quel est le contexte pour moi? Je le définirai en 5 points. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des suivis des enfants dyslexiques pendant la scolarité. Donc il y a des suivis orthophoniques, en neuropsychologie, en ergothérapie, pendant la scolarité primaire, collège, lycée. Et finalement, heureusement, ça permet d'avoir un accès aux études supérieures. Et quand je parle d'études supérieures, je veux dire aussi bien formation professionnelle ou études supérieures à l'université. En tout cas, on a des parcours d'apprentissage qui se sont enrichis. Et on arrive à une prévalence de 1,6% de dyslexiques dans les milieux d'études supérieures, alors qu'on est sur une prévalence de 6 à 8% de dyslexie quand on est dans la scolarité primaire. Donc vous voyez, finalement, il se passe quelque chose au niveau du repérage. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des diagnostics tardifs. Comme on comprend et qu'on a un peu mieux le trouble qu'est la dyslexie, eh bien, on a des diagnostics qui peuvent arriver en lycée. Là, je vois à la journée des 10, il y a pas mal de lycéens qui sont venus discuter avec nous parce qu'en fait, ils étaient en première, ils étaient en terminale, et finalement, sur des jeunes qui avaient sans doute de bonnes capacités intellectuelles, mais il y avait un coup de massue qui tombait, et en fait, on leur apprenait que leurs difficultés étaient dues à une dyslexie, et notamment qui avait été repérée par un professeur de français qui trouvait que la production écrite de tel ou tel jeune qui avait des bons résultats était problématique. Donc, alors, l'histoire, c'est que finalement, quand on a un diagnostic tardif, il y a déjà une orientation et des projets professionnels qui sont engagés concrètement et surtout dans la tête des jeunes. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose qui va être une entrave pour leur avenir, mais ils sont déjà partis, ils veulent faire tel ou tel projet professionnel. Et ça, c'est tout à fait à prendre en compte. Alors, en plus, on se rend compte qu'on a des apprentissages en contexte 10, malgré les difficultés repérées. Donc, j'en parle du point de vue de l'orthophonie parce que c'est le monde que je connais le mieux. Mais au final, on voit que les apprentissages sont possibles, avec un coût certes, mais en tout cas, il y a vraiment des progressions très intéressantes. Et surtout, avec un dépassement de soi face aux obstacles. C'est-à-dire que même si cette personne a vraiment des difficultés importantes sur le plan des apprentissages, elle va repousser les limites et elle va avancer malgré tout. Et le dernier point, évidemment, c'est les actions associatives au niveau local, national ou international qui montrent bien que partager les témoignages et les expériences de vie, ça nous amène à reconnaître le potentiel des personnes qui présentent un développement atypique, et surtout avec cette idée d'un droit à grandir, à faire des projets, à réussir et à avancer dans la vie. Donc on est vraiment dans ce contexte-là, et pour avancer, je me suis dit que j'allais vous parler sur trois idées. Revenir à la parole des personnes dyslexiques, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos projets. Donner quelques éléments de compréhension des déficits chez l'adulte qui me semblent des connaissances stabilisées. Audrey en a déjà pas mal dit des choses sur ce plan. Et puis aller sur cette question de avancer malgré les obstacles et de réfléchir peut-être en termes de processus de résilience. Alors, la parole des personnes dyslexiques, je vais l'aborder par l'intermédiaire du projet Parvidis, où on a mis en place une méthodologie d'entretien
avec des jeunes adultes qui ont dyslexie et un proche de leur entourage. Et récemment, juste avant Noël, j'ai rencontré Alizée, donc, qui a 21 ans et qui est en train de préparer le concours vétérinaire. Donc, elle prépare le concours vétérinaire par la voie B. Donc, c'est une petite portion d'étudiants qui est donc en cours d'obtention d'une licence et même d'une licence professionnelle. Donc, elle est très motivée. Hein, et donc, elle est partie vraiment à fond dans ce projet. Et donc, il y a 2 heures d'entretien, 2 heures d'enregistrement, et je vous ai mis des phrases là qui m'ont, voilà, qui, je trouve, parlent bien de ce qu'elle peut vivre. Alors, ce qu'elle me dit notamment, c'est « Mais depuis très longtemps, on me disait que j'avais une dyslexie. » Donc, vous voyez ce « on », quelque chose d'un peu loin et impersonnel. On me disait que j'avais une dyslexie, et en discutant avec elle, elle a eu un diagnostic au CP-CE1. Donc, au final, elle a donc eu un suivi, on va dire, précoce, hein, avec une orthophoniste en primaire, un petit arrêt, une orthophoniste au collège, et puis finalement, voilà, elle a continué son chemin, et ensuite elle me dit, mais c'est en licence que j'ai ressenti les difficultés. Donc là, on arrive vraiment sur la dyslexie à l'âge adulte chez l'étudiant. Donc c'est en licence, elle me dit, j'ai redécouvert ma dyslexie. Et par exemple, elle me dit, les énoncés de cours sont ma bête noire. Donc sur quelqu'un pourtant qui avance, qui apprend, qui fait des choses vraiment intéressantes. Alors quand elle parle des énoncés de cours, moi je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle me dit, en fait, c'est les consignes. Donc vraiment cette idée où elle se focalisait là-dessus, ça déclenchait une anxiété, de l'inhibition cognitive, et finalement elle ne pouvait pas lire la consigne, et ça se terminait de manière encore plus anxiogène. Et au final, donc, elle essaie d'avoir toujours un tiers-temps, mais elle me dit, je ne suis pas sûre d'avoir le tiers-temps pour le concours, car je compense beaucoup. Donc finalement, elle met en place des ressources internes et personnelles qui fait qu'elle ne peut pas forcément être dépistée sur ce plan-là. Et elle continue en me disant, je lis très bien, mais je ne comprends pas ce que je lis. Donc, elle m'explique comment elle doit faire pour comprendre. Et c'est vrai qu'elle ne lit pas du premier coup. Donc, elle a besoin de temps supplémentaire. Et elle a des stratégies vraiment c'est des vraies procédures en fait. Ce qu'elle me dit aussi, je prends des notes pour tout et on me fait remarquer, tu ne vas pas prendre des notes pour ça. Et au final, elle a fait un emploi dans une pizzeria où elle avait donc à suivre des tables et du service, etc. Et là, pour elle, c'était très éprouvant. Elle n'arrivait pas du tout à s'en sortir et elle a eu à ce moment-là un jugement très très négatif sur tout ce qu'elle faisait. On lui disait mais arrête d'écrire tout, alors qu'en fait elle avait besoin d'avoir des traces, etc. Et finalement, tout à fait à la fin de l'entretien, je lui ai posé une question et je lui ai dit vous avez un passe-temps privilégié? Et elle me dit oui, la lecture. Donc voilà, c'est pas le premier dyslexique que j'entends qui aime lire, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on découvre le monde et qu'on progresse. Mais vous voyez, dans ces 2 heures d'entretien, on a vraiment... moi, ça m'a rappelé un prof, une collègue qui me disait « Mais tu sais, nos patients nous apportent tout, il faut les écouter. » Donc c'est vrai que cette question de l'entretien et du partage est vraiment importante pour aussi comprendre la situation. Hein. Alors, du coup... Pour avancer, qu'est-ce qu'on a comme élément de compréhension des déficits chez l'adulte qu'on peut partager, qui sont un petit peu stabilisés? Donc quand on est dans la littérature, on retrouve les trois axes: troubles de l'identification des mots, problèmes de compréhension à lecture et troubles de l'orthographe des mots. Donc je ne parlerai pas de ça puisque Audrey en a parlé. Donc je vais vous parler plutôt des 2 autres, vraiment avec l'idée de la clinique derrière. Et cette phrase que prononcent Ramus et collaborateurs dans un écrit qui dit que l'accès aux études supérieures est plutôt le cas de dyslexie pure, sans troubles associés. Donc la question des troubles associés, elle est cruciale. On parle dans le jargon clinique de comorbidité. On est un petit peu malheureux avec ce terme, hein, parce qu'on est, voilà, il y a beaucoup de choses, ça entraîne beaucoup d'épreuves, on surcharge nos patients des fois. Bon, en tout cas, cette question des études supérieures, je dirais même des études, c'est complètement en lien avec des troubles associés ou pas. Alors, la question de l'identification des mots chez l'adulte de dyslexique, Audrey en a un petit peu reparlé. Il y a 2 points sur lesquels je vais revenir.
il y a une persistance des troubles d'identification des mots. Hein. Donc ces mots ne sont pas identifiés aussi vite, aussi rapidement, et 100% des adultes dyslexiques ont des déficits dans les tâches phonologiques, décrites par Anus. Donc 100% des adultes ont des problèmes dans les tâches phonologiques. Le déficit phonologique se manifeste dans la lecture de mots et de pseudomots, mais au final, surtout dans les temps de réponse. Donc on comprend pourquoi ils ont besoin de temps pour lire, parce qu'ils vont finir par déchiffrer, par décoder, mais ils auront mis longtemps. Et ce qui semble important aussi, c'est vraiment tenir compte du système de la langue et de différents types de mots en fonction de la lexicalité. Alors la lexicalité, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir dans sa tête, est-ce que je lis un mot ou est-ce que je lis un non-mot? Et par exemple, quand on lit des noms propres, imaginez, vous êtes en train d'apprendre, je ne sais pas, un cours d'histoire ou même un cours de linguistique, vous arrivez sur des noms d'auteurs qui sont des noms propres, c'est des pseudomots, ce ne sont pas des mots. Et du coup, là, il va y avoir un coût de mémorisation important. Donc, regardez la lexicalité, les mots fréquents ou rares, et même pour les mots courants, le temps de lecture est augmenté. La consistance, mots réguliers, irréguliers, alors on se dit oui, ils arrivent à lire les mots réguliers, mais ils ont un problème pour les mots irréguliers, donc il faut essayer de voir est-ce que la conversion graphème-phonème marche ou est-ce que c'est un problème de constitution du lexique orthographique, et aussi la longueur des mots, on en reparlera tout de suite après. Et le deuxième élément pour l'identification des mots chez l'adulte, c'est vraiment se dire qu'il y a une grande hétérogénéité des profils, avec ce qu'on nous dit dans les études, qu'il y a un biais de recrutement, parce qu'on étudie beaucoup les échantillons d'étudiants. Et il faudrait aller rechercher des dyslexiques adultes qui sont dans des milieux de travail différents. Il faudrait vraiment qu'on se pose aussi un peu des questions comme ça. Si on ne veut pas être dans une surenchère de tests ou d'évaluations, le dépistage pourrait se concevoir sur la base de 3 épreuves, en tout cas qui sont incontournables. Lecture de mots et de pseudomots, pour voir en termes de score, mais surtout de temps, ce que je vous disais. Dictée de mots isolés, d'abord, avant de faire des dictées très compliquées, il faut déjà vérifier ça. S'il y a des problèmes là, on va se dire... Et la conscience phonologique, alors on peut retrouver ces épreuves dans un test comme le test Evalad de 2011, même s'il est normalisé sur des lycéens. Je pense que des nouveaux outils vont nous être proposés dans les années à venir. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est toujours dans un profil mixte, avec soit la persistance des troubles phonologiques, c'est ce que je vous ai dit, soit une aggravation, une difficulté en précision et rapidité de mots irréguliers, même de forte fréquence. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des interactions entre les représentations phonologiques, orthographiques et sémantiques, et c'est ce qui permet de mettre en place des stratégies de compensation et des phénomènes de régulation. Mais le problème d'identification des mots demeure. Alors, le deuxième plan tout aussi important, c'est celui de la compréhension, parce que pourquoi c'est impératif de s'intéresser à la compréhension chez l'adulte? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que les mécanismes d'identification perdent son pouvoir explicatif. Et si on veut mesurer le retentissement fonctionnel, c'est-à-dire voir ce qui ne marche pas en lecture, il faut voir si la personne comprend ou pas ce qu'elle aura peut-être réussi à décoder péniblement, mais du coup, c'est ce que me disait Alizé, je lis, je peux lire, mais au final, je n'aurais pas compris. Alors, en fait, il y a des débats, avec 2 thèses opposées, où on peut lire, la compréhension est relativement préservée en cas de dyslexie chez l'adulte, sous réserve de contraintes temporelles. C'est-à-dire que si on est dans des conditions de contraintes temporelles, eh bien là, il y a quelque chose qui peut se passer sur un plan plutôt négatif. Et d'autres recherches qui disent la compréhension de textes lus est déficitaire chez l'adulte dyslexique. Alors, il y a un désaccord sur la compréhension des inférences. Je pense qu'il faut plus d'études, mais on a à la fois des choses qui nous disent la compréhension d'inférence est déficitaire dans des QCM écrits, donc là on est un support écrit, alors qu'elle peut être préservée si on fait des questions ouvertes à l'oral, et c'est ce qu'on dit, là on va aller justement rechercher des connaissances linguistiques qui auraient été stockées à l'oral. 4e point sur la compréhension, finalement les prédicteurs d'une bonne compréhension chez un adulte dyslexique, ça serait des connaissances générales et sémantiques correctes, une compréhension orale qui fonctionne,
un niveau de vocabulaire satisfaisant, une conscience et des capacités morphologiques qui justement vont permettre de prendre certains indices orthographiques, et puis l'affluence de lecture. Autant vous dire que ces éléments-là sont des facteurs protecteurs et des points d'appui pour compenser le trouble phonologique. C'est ce que je vous disais, l'interaction entre ce qui est phonologique, ce qui est sémantique et ce qui est orthographique. Alors, sur la question des fonctions exécutives, c'est vrai qu'il y a pas mal de recherches. Je ne peux pas être catégorique là-dessus parce qu'il y a beaucoup de réserves sur les fonctions exécutives. On parle beaucoup de mémoire, d'inhibition, beaucoup de choses, mais voilà, je trouve que là, il faut avoir des réserves. On n'est pas assez, en tout cas, personnellement, je ne suis pas assez documentée sur ce plan-là, mais je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour que ces étudiants arrivent dans le supérieur, il y a des études qui parlent d'étudiants, alors HDAL, c'est-à-dire des étudiants qui auraient une histoire de difficulté d'apprentissage de la lecture. Donc, dans les écrits, notamment internationaux, on n'a pas toujours le terme de dyslexie ou dyslexia. On va avoir aussi le terme de struggling readers, donc c'est des lecteurs en combat avec la lecture. Donc, des fois, on n'a pas le terme de dyslexie, mais en tout cas, dans le supérieur, on peut avoir des lecteurs en difficulté. Alors, pour s'en sortir, ils vont utiliser des stratégies de lecture et d'apprentissage, et ils vont mettre en place des stratégies pour réussir et satisfaire aux exigences de l'université. Donc, ils vont avoir recours à des aides internes, c'est-à-dire prendre beaucoup de notes, des résumés, des cartes mentales, etc. Et aussi avoir recours à des aides d'apprentissage externes, c'est-à-dire l'allongement du temps pour les temps d'évaluation, c'est-à-dire les tiers-temps, ou l'allongement du temps d'étude. Alors, par rapport à ça, là, je ne vais pas développer parce que je pense que je n'aurai pas le temps, mais il y a des programmes de remédiation pour les collégiens et lycéens, donc 14-16 ans, qui travaillent sur l'enseignement de stratégies de compréhension. C'est-à-dire qu'apprendre à comprendre de manière plus efficace, et ça marche mieux que si on les entraîne au décodage ou à l'identification de mots. Donc c'est vous dire que ce travail sur la compréhension, alors là par exemple, vous pourrez regarder dans le diaporama, il y a un programme d'enseignement de la compréhension sur 2 ans, qui est justement étendu à des disciplines académiques, c'est-à-dire on fait ça en lien avec les maths, en lien avec les sciences, en lien avec les sciences humaines, et là vous avez vraiment un programme qu'on peut appliquer et qu'on peut vraiment mettre au travail dans des situations de suivi de lycéens, avec l'idée donc qu'on renforce les procédures de déchiffrage avec un repérage systématique de la morphologie des mots et des affixes. Donc on va travailler sur des parties de mots et ça va faciliter le déchiffrage. On va entraîner la segmentation des mots multisyllabiques. Vous vous rappelez tout à l'heure la jeune qui parlait, c'était individuation ou individualisation. Tous ces mots-là qui sont vraiment pour eux des cassettes. Un enseignement systématique de 6 à 8 mots de vocabulaire disciplinaire, par exemple des mots compliqués en mathématiques sur lesquels ça va être compliqué ou dans une autre matière. Un enseignement collaboratif des stratégies de lecture explicite avant et après la lecture, c'est-à-dire qu'on étudie un texte avant de le lire, on fait un petit peu un repérage. Des ajouts de discussion critique et des 10 minutes de lecture silencieuse. Et avec un programme comme ça, il y a une amélioration significative de la compréhension en lecture de lycéens dyslexiques et aussi une amélioration de connaissances. Donc voilà, pour vous dire que cette question de la compréhension, c'est comme la question de l'orthographe, ça va avec l'identification des mots et qu'au final, on est obligé de travailler sur ces trois axes. Alors, tout ça, ça nous amène à des implications cliniques pour cette tranche d'âge des 16-25 ans qui nous intéresse. Donc, travailler sur les types de mots, donc là, je vous ai déjà dit, travailler en chronométrie mentale, prendre en compte les difficultés de compréhension, faire des entretiens d'explicitation, et puis le dernier point qui est la question du profil métacognitif. Alors là, il a été développé dans le dossier qu'on a fait dans l'orthophoniste de septembre, où finalement l'idée c'est vraiment de se connaître soi-même et de révéler son potentiel. Alors là, c'est quelque chose qu'on va mettre au travail parce qu'il y a vraiment des choses à faire, où on se dit qu'avec ces étudiants dyslexiques, il faut aller vers des apprentissages profonds,
très explicite, c'est-à-dire qu'il faut expliquer les choses, il ne faut pas faire comme s'ils avaient compris. Il faut vraiment faire beaucoup de feedback, de l'auto-questionnement, et aussi en mobilisant, je reviens aux connaissances sur le cerveau, les travaux de Stanislas Dehaene notamment. Alors justement, je ne sais pas si on a le temps, moi je voulais vous faire une petite expérience parce que comme il faut beaucoup travailler sur le cerveau, je me dis finalement, est-ce qu'on connaît bien son cerveau? Vous voulez la tenter cette expérience? On n'a pas... Puis je suis à la fin de mon exposé. Alors finalement, je souhaiterais que vous puissiez, alors si les personnes connaissent, voilà, que vous comptiez le nombre de F dans le texte suivant. Très long. Alors, on va faire un peu les enchères. Combien de F vous trouvez? 6. Alors, qui en trouve 6? Donc, on a 6 personnes, 7-8 personnes. Qui en trouve 5? La même chose. Qui en trouve 4? La même chose. Qui en trouve 3? Donc vous voyez, on n'est pas tous pareils. Bon, ça c'est pas un scoop, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc comment est-ce qu'on connaît notre cerveau? Alors 3, 4, 5, 6, donc vous voyez, on a eu à peu près toutes les réponses que vous nous avez proposées. Alors on ne va pas refaire l'exercice, je vais vous donner tout de suite. Et dans le texte, il y en a 6. D'accord ? Donc pour vous dire que notre cerveau, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et l'explication qu'on trouve, c'est que notamment, là c'est pareil, on reviendra, on ne va pas expliquer aujourd'hui, mais le cerveau, par exemple, ne peut pas traiter le petit mot off. Donc, alors, quand on a 6F, donc vous êtes des génies. Alors ça c'est le petit moment internet. 4 ou 5 c'est plutôt rare, 3 c'est normal. Et moins de 3 on change de lunettes. Alors, pour terminer, donc je vais conclure avec cette idée de résilience. C'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisée quand Alizée me disait les énoncés de cours sont ma bête noire. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'anxiété souvent, parce que des énoncés de cours, elle en voit beaucoup. Et finalement, je suis revenue sur cette idée d'ailleurs Audrey en a parlé tout à l'heure, sur cette idée qu'il y avait vraiment une volonté de réussite. Et ça m'a amené à la notion de résilience. Vous voyez, si on regarde en physique des matériaux, la résilience, c'est la résistance des matériaux à un choc. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine de passer par la métaphore. En informatique, la résilience, c'est la capacité d'un système à fonctionner malgré des anomalies. Alors évidemment que je vous ai donné la définition en psychiatrie de Boris Cyrulnik, qui nous dit que la résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir, c'est ce qu'on souhaite pour nos étudiants, en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles ou de traumatismes sévères. Et tous ces travaux-là ont été beaucoup développés en psychologie, notamment avec des travaux de Mariano, qui nous dit la résilience, c'est un processus dynamique qui implique l'adaptation positive dans le cadre d'une adversité significative. Donc il y a vraiment cette question d'adversité, d'obstacle. Et finalement, on est dans une adaptation exceptionnelle malgré l'exposition à des stresseurs significatifs. Et tout ça, on le récupère dans les entretiens avec les jeunes dyslexiques. Alors, quand on envisage la résilience finalement dans ces réflexions-là, on est dans la recherche de convergence de facteurs de protection. C'est-à-dire que face au stress, face à l'anxiété, face aux évitements, moi je suis sûre qu'à un certain moment, les personnes évitent d'écrire certains mots parce qu'ils ne sauront pas l'écrire ou parce qu'ils mettront trop longtemps. Donc on arrive même à des phobies, et finalement il y a un ensemble de facteurs de protection qui va jouer un rôle de filtre face à toute cette adversité. Et quand on lit donc cet article de Mariano, on voit que ces facteurs de protection vont être tantôt du niveau de l'individu,
Alors vous voyez, il y a des choses moi, que je retrouve vraiment en pensant à des jeunes dyslexiques, notamment, je vais pas tout vous lire, mais la popularité, hein, le fait d'avoir des relations positives, l'altruisme, tout ça c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir aller de l'avant malgré des difficultés. Au niveau de la famille, il y a toute une liste aussi de facteurs de protection qui peuvent être l'âge des parents, le nombre d'enfants, l'espace entre les naissances, l'espace physique suffisant dans un milieu de vie, la spiritualité, la dynamique et la discipline familiale, enfin il y en a d'autres. Hein. Et sur le plan de la société, les facteurs qui vont aller du côté de la résilience, c'est vraiment la relation au père, les formes de solidarité, l'implication active, les valeurs d'entraide et de tolérance sociale, et malgré tout avoir un niveau d'attente élevé, c'est-à-dire ne pas se contenter de, hein, et essayer de voir comment on peut rebondir et trouver sa vraie valeur en fait. Alors, donc l'idée c'est de dire que la résilience c'est un ensemble de processus dynamiques en interaction, et pour aller justement sur le défi que nous propose Lemay, de se dire comment remplir et mesurer le formidable réservoir de santé dont disposerait un individu. J'aime vraiment cette idée de réservoir de santé, parce que finalement, je vois ces jeunes dyslexiques qui sont en bonne santé. C'est vraiment des personnes qui ont des ressources formidables. Et du coup, on est vraiment sur cet équilibre, ce dosage entre une approche neurocognitive et linguistique, et on va du côté de la résilience cognitive, où on va mesurer les obstacles, viser l'autonomie, développer l'auto-efficacité personnelle, développer l'anticipation, la planification, utiliser l'humour, etc., etc. Et d'un autre côté, une approche qui est plus peut-être humaine et psychodynamique, et on va être du côté de la résilience affective, pour nourrir l'estime de soi, la confiance, stimuler des facteurs de motivation, l'optimisme, c'est pas évident si on est vraiment dans des situations qui se répètent, le sentiment d'espoir, l'endurance, le sentiment d'effort, l'appui par les pairs. En tout cas, c'est avec la résilience affective et cognitive qu'on arrive à consolider cette question des facteurs de protection. Et en finissant de lire le travail de Madame Hanot, finalement, je suis tombée sur cette conclusion qui me semble vraiment parlante. C'est une petite histoire, peut-être que vous connaissez l'histoire de Caillou de Charles Péguy. Boris Cyrulnik la racontait aussi dans des écrits. Et cette petite histoire est la suivante. En se rendant à Chartres, un voyageur voit sur la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Son visage exprime le malheur et ses gestes la rage. Le voyageur demande « Monsieur, que faites-vous » ?»« Vous voyez bien, lui répond l'homme, je n'ai trouvé que ce métier stupide et douloureux. » Un peu plus loin, le voyageur aperçoit un autre homme qui, lui, casse des cailloux, mais son visage est calme et ses gestes harmonieux. « Que faites-vous, monsieur ?» lui demande le voyageur. « Eh bien, je gagne ma vie grâce à ce métier fatigant, mais qui a l'avantage d'être en plein air. » Et un troisième casseur de cailloux irradie le bonheur. Il sourit en abattant la masse et regarde avec plaisir les éclats de pierre. « Que faites-vous » lui demande le voyageur. « Moi, répond cet homme, je bâtis une cathédrale. » Et je pense que cette histoire de reconnaissance, ça serait vraiment cette idée de, finalement, tout un chacun peut peut-être bâtir une cathédrale, et on va essayer d'accompagner ces personnes. Je vous remercie.